Alors, le symposium vous est proposé par 3 féministes haïtiennes qui sont par ailleurs des enseignantes. Donc, c'est dans cet ordre-là que ça se pose pour nous. Nous sommes d'abord des féministes et en second lieu des enseignantes. Et l'un module l'autre. Je voudrais juste rappeler, puisque comme j'ai eu quelques remarques, nous avons eu quelques remarques pour situer rapidement le pays d'où nous venons. Donc, Haïti, c'est un pays des Amériques, de la mer des Caraïbes, qui partage une moitié d'île avec la République dominicaine. S'agissant de la France, il est quand même important de noter que c'est le pays qui a réussi la seule révolution anti-esclavagiste suite à la défaite de Napoléon, des troupes napoléoniennes en Haïti, et c'est en 1804 que ce pays s'est constitué. Tout comme beaucoup d'autres pays, et la France entre autres, Haïti est une société d'obédience patriarcale et ceci explique un certain nombre de choses lorsqu'on parle des rapports sociaux de sexe. Alors, pour ce qui est de la présentation rapidement du symposium, je vais vous le situer et ensuite, à tour de rôle, mes collègues et moi-même, nous allons présenter dans l'ordre. Alors, ce qui est important d'abord noter d'entrée de jeu, c'est que le mouvement féministe haïtien date du tout début du XXe siècle, c'est-à-dire les années 1900, la fin des années 1920, et dès le départ a posé la question de la formation et de l'éducation des femmes comme étant une préoccupation essentielle. Non seulement pour bien comprendre ce qui se passait pour les femmes, d'une manière générale, tenir compte de leur réalité pour que cela puisse moduler l'ensemble d'interventions. Cependant, force est de constater que l'enseignement et la recherche, que ce soit sur la condition féminine en tant que telle, les situations socio-économiques des femmes, restent quand même des questions assez marginales au niveau des universités haïtiennes, qu'elles soient publiques ou privées. D'ailleurs, à date, on observe qu'il n'y a pas vraiment de cours institutionnalisés à ce niveau. Il en existe, on reviendra là-dessus, mais ils ne sont pas institutionnalisés. Le symposium que nous vous proposons donc, veut traiter de ces constats, donc les épingler, en discuter, et tenter de poser des jalons par rapport aux questions suivantes. Qu'est-ce qui explique que l'enseignement et la recherche ne se sont pas féminisés en Haïti? Comment les recherches en dehors du champ académique renseignent sur les réalités des femmes et quels sont les obstacles structurels à l'intégration des femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche. La première communication, ça va être la mienne qui va prendre en compte un peu une dimension socio-historique. La seconde communication sera le fait de Marie-France Joachim, qui va traiter des relations militantes et académiques dans la production de discours objectifs sur les femmes haïtiennes. Et la dernière communication va être le fait de Sabine Lamour, qui s'attachera aux obstacles idéels et matériels qui empêchent justement l'accès des femmes à l'enseignement supérieur en Haïti. Mais qu'en est-il des recherches haïtiennes sur les femmes en Haïti? La première chose qu'il est important de signaler, c'est qu'il y a un ensemble d'obstacles, tout simplement au départ, qui sont liés à l'éducation des individus de sexe féminin. Je signale rapidement que du point de vue démographique, Haïti est sensiblement dominé par les femmes et les jeunes, les femmes qui représentent 52% de la population et les jeunes, dont 50% ont moins de 20 ans. Donc c'est vraiment un pays de bébés. D'une manière générale, c'est vrai, 50% c'était beaucoup, ça fait beaucoup de bébés. D'une manière générale, l'accès à l'éducation, ça devient vraiment un axe prioritaire, c'est une question cruciale. Et il faut la poser dans une société de pauvreté, de précarité et de forte disparité sociale. Selon les prescrits de la Constitution, l'éducation primaire, au niveau primaire en tout cas, est supposée être obligatoire et gratuite. Cependant, on constate que 30% des enfants en âge scolaire ne le sont pas. Cependant, on n'est pas dans une situation en Haïti où il est besoin de faire des campagnes pour expliquer aux familles l'importance de l'éducation. Ce combat a déjà été gagné depuis plus d'un siècle en Haïti. Cependant, comme l'éducation est payante, et c'est ça la barrière à l'éducation, les parents ont parfaitement compris que l'éducation est un levier pour l'ascension sociale et la sortie de la pauvreté.
Pendant longtemps, il y a eu des écarts au niveau scolaire du premier cycle entre les garçons et les filles. Actuellement, ces écarts ont été comblés. Cependant, ils sont encore assez notables au niveau du cycle secondaire et plus on avance dans l'éducation, les écarts s'en vont grandissant. Par exemple, ces écarts au niveau du secondaire, on compte 67% de garçons pour à peine 33% de filles. Au niveau de nos analyses féministes, ce qu'on relève sur les chiffres, quand il y en a, et ils sont surtout disponibles pour l'école classique, très peu, beaucoup moins pour l'université, c'est que ces statistiques globales ne rendent pas compte de l'ensemble des disparités qui sont observées parce qu'on ne prend pas assez en compte la question de l'origine sociale et le milieu géographique qui est urbain-rural. On a un pays à forte population rurale, mais aussi les communautés pauvres des milieux suburbains, des bidonvilles. Elles ne prennent pas également en compte un ensemble de variables de l'égalité des chances, à savoir d'une part la variable de la participation, c'est-à-dire l'égalité quant à la possibilité même de participer à l'éducation, et d'autre part une autre variable qui se réfère elle-même au processus éducatif, qui réfère à la nature même de l'éducation, qui, selon la manière dont elle est conçue, peut elle-même générer des exclusions et des inégalités. Donc, ce faisant, on ne prend pas assez en compte le poids du genre sur les indicateurs qui mesurent la question de la présence scolaire, c'est-à-dire l'espérance scolaire et l'espérance de vie scolaire. Et tout de suite, ça nous amène à la question du maintien dans le système scolaire. Si les filles et les femmes ont accès, peuvent entrer dans les espaces scolaires, la question qui se pose est celle de leur maintien. Et l'exclusion va se jouer souvent sur deux modes. D'une part, le mode économique, où dès que les familles sont obligées de faire des choix, eh bien, la préséance va aller aux garçons ou aux jeunes hommes. Et d'autre part, le fait que les filles, par rapport, qui vivent des situations critiques telles que les grossesses précoces ou les viols, sont exclues du système scolaire. Donc, ces deux raisons-là, la maternité et le fait d'être victime d'une agression sexuelle sont des causes d'exclusion. Officiellement, ce n'est pas le cas. Cependant, les féministes ont encore beaucoup de misère pour faire intégrer ces filles-là, comme quoi ce n'est pas avec nos cerveaux qu'on apprendrait, mais plutôt avec notre utérus. Au niveau des statistiques universitaires, les statistiques genrées font énormément défaut. Cependant, il est clair qu'il y a vraiment très peu de femmes, la présence des femmes à l'université est extrêmement faible. À peine 36% au niveau du premier cycle, 32% au niveau du second cycle. Nous n'avons pas encore de troisième cycle. Au niveau des tendances similaires, c'est observé au niveau du corps professoral, majoritairement dominé par des hommes, 85%, en dépit du fait cependant que 14% de femmes soient légèrement beaucoup plus diplômées que les hommes. Mais en ce qui concerne l'occupation des postes, ce n'est pas le cas. On n'en est pas encore au stade au niveau de la construction d'université d'avoir des critères bien assis sur la manière d'occuper les postes, à part le fait d'avoir le diplôme. Donc, toutes sortes de choses peuvent jouer, y compris les questions de harcèlement sexuel, ou plus précisément, comme nous les qualifions en Haïti, le droit de cuissage. C'est-à-dire le fait que des hommes en position de pouvoir dans les institutions publiques forcent des jeunes femmes à avoir des relations sexuelles pour pouvoir occuper un poste ou le maintenir. Dans les chiffres également, ce qui nous préoccupe aussi comme féministes, c'est-à-dire l'université, tout en étant aveugle à elle-même, quand elle tente de produire des données, ce qui nous intéresse, c'est que les données ne portent pas uniquement sur le corps professoral et les étudiants, mais l'ensemble du personnel qui intervient dans les universités, parce que s'intéressant à la question des rapports sociaux, on va voir aussi les disparités à ce niveau-là. Ce qu'on observe déjà, c'est que dès qu'on parle de personnel d'appui, c'est une pléthore de femmes. OK? En ce qui concerne les engagements étatiques, Haïti a ratifié
la plupart des conventions sur les droits des femmes. C'est un acquis, c'est important. Cependant, une fois ratifiées des conventions, ce qui va être important, c'est d'avoir des politiques et des programmes publics qui permettent de les appliquer. Et à cet égard-là, il importe que les gens qui doivent les appliquer, ces programmes, aient une compréhension correcte de la dynamique des rapports sociaux de sexe pour pouvoir orienter ces programmes. Sinon, on se retrouve dans des choses du politiquement correct où on se contente d'aligner du quantitatif sans vraiment se préoccuper des relations. Deuxième point que je voudrais rapidement évoquer, c'est le cadre universitaire haïtien, pour dire que quand même dans les universités haïtiennes, nous avons assez peu de créneaux. Il y en a quelques-unes, elles sont principalement, on en trouve bien sûr dans les régions, mais elles sont principalement concentrées à la capitale. On compte actuellement 20 000 étudiants et étudiantes, donc on parle de grand monde, et à peu près 1500 personnes pour le corps professoral. Et au niveau du budget, c'est moins de 2% du budget qui est affecté à l'université. Alors je rappelle qu'on est en train de parler dans le cadre d'un pays du Sud, sous-développé, avec tout ce que ça veut dire, et en plus un pays qui sort d'une trentaine d'années de dictature. Dans ce cadre-là, il est important, en analysant l'université, de se pencher sur un certain nombre d'empêchements qui se posent à l'université. Ces empêchements sont au niveau d'Haïti de 6 ordres. L'empêchement qui est d'ordre politique, le fait que les libertés académiques qui peuvent être perçues par les pouvoirs comme un exercice de sédition, ou encore appréhendées dans une logique d'instrumentalisation. Deuxième empêchement, il est d'ordre économique, avec la situation économique du pays, et la condition enseignante elle-même, qui se caractérise fondamentalement par une absence de chaire. Ça veut dire qu'on peut enseigner à l'université, mais on n'a pas une chaire. On n'est pas, dans un cursus, dans une carrière en tant que tel. L'autre empêchement aussi, je pense qu'il est important sociologiquement de signaler, c'est les perceptions qui prévalent sur l'université. L'université, en tant que vecteur d'idées, est considérée par certains comme étant néfaste pour l'identité culturelle. C'est un discours très à droite qui, de plus en plus, nous est renvoyé. Et puis, cette tendance, en lien avec cette perception, la tendance à accorder la primauté au pragmatisme et au bon sens sur la réflexion. Dès lors, on considère que la recherche, la vraie connaissance, ne peut être relevée que de l'expérience immédiate et que la recherche ne peut se justifier que si elle a une rentabilité économique. Et c'est un discours qui a énormément servi au pays du tiers-monde sous prétexte, comme vous êtes sous-développé, vous ne pouvez pas faire de la recherche pour en faire, pour connaître simplement. Il faut que ça serve des projets de développement. Et bien sûr, tout cela est coiffé par la défaillance des élites intellectuelles, puisqu'il est clair que l'université n'est pas une planète à part. L'université s'inscrit dans une société avec ses propres dynamiques. Cela dit, ça n'empêche pas qu'il y ait quand même des intérêts pour la recherche, et particulièrement pour celles qui concernent la question ou les questions relatives aux femmes. Tout d'abord, bien sûr, il y a tout le travail que les féministes haïtiennes ont eu à faire, qui ont porté cette question quand même sur l'échiquier politique national. Mais il reste et demeure que les connaissances ne sont pas suffisamment mises à contribution. Comme je le disais tout à l'heure avec les empêchements, l'université n'est pas le lieu par excellence où se pratique la recherche. Au fait, le gros de la recherche se fait en dehors de l'université. Et cette recherche a été fondamentalement le fait des militantes féministes qui l'ont fait dans d'autres espaces, soit dans des associations qui ont cherché les supports, avec des fois des alliances avec l'université, mais ce n'est pas l'université qui produit l'essentiel des connaissances. Ça présente des handicaps, puisqu'il y a la question de l'interface, la question de la légitimité, mais il reste et demeure un bien en absence de ça, comme il n'y a personne d'autre qui en fait, ils sont bien obligés d'utiliser nos recherches, même si de temps en temps, on reçoit aussi des critiques, mais non, vous n'aviez pas cité monsieur ci, monsieur ça. C'est vrai, surtout qu'on ne cite pas Bourdieu, et qu'on n'aime pas citer, mais bon, c'est bien qu'il ait fait ça, parce que maintenant, on peut le citer.
En tout cas, cette tradition de recherche, elle est là de longue date et elle s'est penchée sur des questions extrêmement importantes, notamment la question de l'accès à l'éducation, mais en prenant en compte un ensemble de relations dans la société qui expliquaient ces avancées ou pas, ce que mes collègues vont vous expliquer. Le problème qui se pose, notamment en tout cas avec ces recherches, qui souvent sont des recherches féministes, pas simplement des recherches sur les femmes, c'est que c'est le problème de la diffusion de cette recherche. Faire des recherches, c'est très bien, sauf que monsieur et madame tout le monde ne va pas s'approprier les résultats des recherches. Il y a un travail de vulgarisation à faire au niveau de la société, si on veut qu'il y ait des avancées sur les mentalités, sur une meilleure compréhension de la dynamique des rapports sociaux de sexe, mais également pour propager les savoirs à travers les structures d'État qui sont supposées appliquer ces politiques publiques. Et pour finir, je dirais que une parade qui est trouvée par rapport à ça, c'est avec les actions militantes, le maillage qu'il y a entre les gens qui sont chercheurs et le milieu associatif. C'est à travers un ensemble d'activités, un ensemble d'actions de faire savoir. Juste une illustration, c'est les travaux qui nous ont permis d'établir la grille des différentes formes d'union prévalentes dans la société et qui a permis d'influencer l'Institut haïtien de statistique, où maintenant dans les formulaires, on ne bassine plus les gens. Est-ce que vous êtes mariés? Eh ben non, la plupart des gens ne sont pas mariés. Donc sinon, on est un peuple de célibataires. Maintenant, on n'est plus un peuple de célibataires puisqu'on prend en compte les résultats de cette recherche qui montrent qu'il y a plusieurs formes d'union. Donc, après ça, on essaye de le faire dans des revues et maintenant, avec les outils de la technologie, nous permettent de les diffuser un petit peu plus largement. Voilà. Joachim va faire le deuxième volet de la présentation qui s'intitule, que je ne dise pas n'importe quoi, pourquoi est-ce que l'enseignement et la recherche ne se sont pas féminisés en Haïti? Elles ont un PowerPoint, ce qui n'était pas mon cas. Elles sont plus modernes. Donc, bonsoir tout le monde. Et donc, dans mon intervention, vous avez le sommaire devant vous. Il va y avoir l'introduction, la démarche que j'ai adoptée pour faire cette présentation, le contexte et les deux dimensions fondamentales de l'université, à savoir la recherche et l'enseignement. Je vais vous en parler et ensuite je vais conclure. Donc, en 1990, j'étais étudiante à la faculté de linguistique appliquée en Haïti. Et la seule référence féminine haïtienne avérée qui existait dans cette discipline était Suzanne Comer-Sylvain, première femme haïtienne à être reçue docteur à la Sorbonne. Et cette femme, elle eut le courage, en tant que femme, de sortir des sentiers battus dans un pays où les rares chercheurs et scientifiques étaient tous des hommes. Et depuis, son livre, qui est aussi sa thèse, Le créole haïtien, morphologie et syntaxe, guide tous les travaux des chercheurs haïtiens et étrangers relatifs aux origines des créoles, voire des langues. Je dois souligner également que j'avais une femme professeure qui enseignait la grammaire générative, un des fondamentaux en linguistique. Et tout ceci montre quoi? Eh bien, combien, entre 1936 et 1990, on a fait du chemin. Et en effet, aujourd'hui, de plus en plus de femmes entrent à l'université et des étudiants, hommes et femmes, ont manifesté un intérêt pour traiter de la problématique du genre dans des mémoires qui débouchent sur l'obtention de grades de licence. Pourtant, en dépit de l'engouement manifesté par des étudiantes et certains professeurs, l'université publique haïtienne ne s'est pas dotée de moyens de permettre d'acquérir et de transmettre les savoirs, ni à encourager la recherche à ce sujet.
Alors, pour analyser ce comportement de l'Université d'Haïti, je pars de l'hypothèse que la démocratie représentative instaurée à l'Université d'État d'Haïti à travers le vote pour élire les dirigeants de cette institution à partir de la Constitution de 1987 n'est pas démocratique dans la mesure où elle exclut les femmes et leurs intérêts. Pour étayer cette hypothèse, j'analyserai les sujets des mémoires des étudiants de 3 facultés durant la période 1990 à 2010. Je me pencherai sur l'état de l'enseignement des études de genre à l'Université d'Haïti et dégagerai des perspectives à la lumière des initiatives en cours. Les données que j'ai exploitées proviennent de 2 sources. L'amabilité du vice-recteur à la recherche de l'Université d'Haïti, qui les a mises à ma disposition et avec qui j'ai eu des entretiens, et les impressions et avis des collègues des facultés retenues que j'ai interviewées. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais tracer un bref historique de l'Université d'État d'Haïti pour mieux contextualiser mon sujet. L'Université d'Haïti a été créée en 1944 par un décret du 16 décembre 1960. François Duvalier, le dictateur dont le régime a duré 29 ans, permis à l'État d'exercer son contrôle sur l'université après une grève des étudiants de la même année. Désormais, par ce décret, l'appellation de l'université a changé. De l'Université d'Haïti, elle est passée à l'Université d'État d'Haïti. La Constitution de 1987 réaffirma le statut d'institution indépendante de l'université et le contexte était devenu propice pour que cette dernière puisse se comporter véritablement comme telle. Dorénavant, les doyens, vice-doyens, les recteurs et vice-recteurs ne sont plus nommés par le gouvernement, mais par le biais d'élections internes à l'université. Selon les données disponibles, parmi les 20 unités que compte l'Université d'État d'Haïti, actuellement, on ne trouve aucune femme faisant partie du conseil du décanat et du rectorat. Autrement dit, les femmes se voient totalement exclues des espaces décisionnels de l'Université d'État d'Haïti. Ainsi, les représentants élus à qui le corps enseignant et étudiant délègue son pouvoir sont exclusivement des professeurs de sexe masculin. Ils contrôlent, dirigent, prennent des décisions au nom de tous et de toutes. En d'autres termes, ils représentent la volonté générale. Mais ce qu'il est intéressant d'interroger est leur degré de sensibilité et de connaissance des intérêts des femmes. Cette question nous amène à creuser les 2 dimensions fondamentales de l'université, à savoir la recherche et l'enseignement. De manière générale, l'Université d'État d'Haïti se limite à une fonction d'enseignement théorique. Elle n'est pas riche en production de connaissances scientifiques. Les universités haïtiennes ne publient quasiment pas de revues scientifiques et rarissimes sont les professeurs qui publient des ouvrages ou des articles scientifiques. Toutefois, un mémoire de sortie ou des travaux en groupe est exigé aux étudiants pour obtenir le grade de licence. Cette exigence académique a favorisé un ensemble de productions. Dans le cadre de cette communication, nous nous attachons à considérer le cas de 3 facultés pour lesquelles un nombre de mémoires relativement intéressant a été répertorié. Il s'agit des facultés de droit, des sciences humaines et d'ethnologie. À la faculté de droit, où le nombre le plus important de mémoires de licence a été répertorié, sur un total de 600 travaux recensés de 1990 à 2010, seulement 16 traitent de sujets concernant les femmes, soit 2%. Il s'agit entre autres de l'avortement, du statut de la femme haïtienne en général et de la femme mariée en particulier. Le nombre de mémoires recensées sur ces sujets laisse croire que l'avortement et le statut de la femme sont des sujets privilégiés
des étudiants, contrairement au viol, pour lequel un seul mémoire est recensé. Il faut souligner par ailleurs que ces sujets sont traités en proportion égale par les étudiants femmes et hommes. En revanche, ils sont majoritairement dirigés par les professeurs de sexe masculin. Seulement une femme professeure sur 16 a dirigé un mémoire sur une période de 20 ans. Alors que la problématique des violences spécifiques ne semble pas avoir de l'intérêt pour les étudiants et professeurs de la faculté de droit, le département de psychologie de la faculté d'ethnologie en fait son sujet de prédilection. Sur 13 mémoires répertoriées traitant de la problématique de genre, 8 abordent ce sujet. Ces travaux ne sont dirigés que par des hommes. En revanche, nous enregistrons autant d'étudiantes femmes que d'hommes, auteurs de ces travaux qui portent notamment sur les conséquences du viol, l'impact de la violence conjugale sur la construction de l'identité à l'adolescence, les traumatismes psychologiques chez les femmes victimes des violences organisées à Port-au-Prince, l'influence de la violence familiale sur l'équilibre psycho-affectif des jeunes. À côté de la faculté d'ethnologie, il faut ajouter la faculté des sciences humaines où des mémoires de licence relatifs au genre ont été répertoriés dans tous ces départements. Vous en avez au niveau du département de communication, au niveau du département de services sociaux. Donc, pour le département de communication, par exemple, 7% de mémoire traite des sujets en lien avec notamment les représentations dans les manuels scolaires, les chansons et la publicité. Un seul de ces travaux est dirigé par une femme. 3 étudiantes femmes sur 5 en sont les auteurs. Il est vrai que les réseaux d'ordre structurels liés au système de l'enseignement supérieur pourraient expliquer la modestie du résultat de l'UEH en termes de recherche. Mais, comparant l'ensemble des sujets de mémoire soutenus, donc nous avons 830, par rapport à ceux qui concernent les femmes sur une période de 20 ans, le chiffre est plus que dérisoire. Les mémoires sur la problématique de genre ne représentent qu'un pourcentage de 5,42%. Cependant, aussi modiques qu'ils puissent être, ces efforts pour faire de la problématique du genre un objet d'étude au sein de l'université témoignent de certains intérêts pour le sujet. Ce qui nous amène maintenant à la question de l'enseignement. Alors, le premier mémoire identifié dans le répertoire des mémoires sur l'avortement, sujet concernant les femmes, date de 1985. Cependant, il fallait attendre 10 ans plus tard, soit en 1995, pour pouvoir évoquer timidement la question de genre au sein de l'Université d'État d'Haïti. En 1995, un professeur de philosophie enseignant aux facultés des sciences humaines et d'ethnologie, ainsi qu'à l'école normale supérieure, a tenté de familiariser ses étudiants avec les femmes philosophes pour déconstruire cette conception essentialiste qui est maintenue souvent par des images représentant les philosophes comme étant des barbus. C'est dans ce contexte que les étudiants de ces facultés ont découvert l'œuvre essentielle de Simone de Beauvoir, à savoir le deuxième sexe. Parallèlement, en été 2009, un autre professeur de sociologie à la faculté des sciences humaines a organisé un séminaire autour du thème « Femmes et citoyenneté politique » à l'intention d'une dizaine d'étudiantes finissantes en communication sociale. L'objectif de ce séminaire était d'initier les étudiants du premier cycle à la recherche, à l'éducation et à la citoyenneté et de les socialiser aux valeurs démocratiques suivant une perspective de genre. Ce même professeur a initié bénévolement entre 2011 et 2013 un cours de sociologie du genre à la faculté d'ethnologie en 3e année.
Simultanément, en mars 2012, il est institué un cours genre et politique attaché au département de philosophie et de sciences politiques de l'Institut de recherche africaine, un cours obligatoire qui s'adresse aux étudiants de la 4e année. Ce cours est dispensé par un professeur détenteur de Master 2 en sciences politiques parcours genre à l'Université Paris 8. Il enseigne également la sociologie politique à la Faculté des sciences humaines où il introduit une séance sur genre et politique. Ce cheminement de l'enseignement du genre à l'UEH est le témoignage vivant du peu d'intérêt des dirigeants de l'université publique pour cette question, et ceci, ce n'est pas faute d'avoir attiré leur attention sur l'importance de l'intégration du genre à l'université. Dans l'introduction, et Daniel a bien parlé que nous sommes toutes trois féministes, et bien, justement, nous avons pris des initiatives pour approcher, que ce soit le décanat de certaines facultés et même le rectorat, pour instituer une chaire d'études féministes au sein de l'université. Mais les réponses ont toujours été évasives. Quand ce n'est pas la disponibilité de ressources financières qui est évoquée comme contrainte. En été 2011, après avoir discuté avec le rectorat de l'université au sujet de l'introduction d'un cours de genre à l'université, une organisation internationale conjointement avec l'université West Indies a décidé de se tourner vers l'université Quisqueya, une université privée qui a inauguré le premier cours genre et développement la même année, c'est-à-dire en été 2011. Et toutes les trois, nous enseignons dans le cadre de ce cours, et moi j'enseigne introduction aux théories féministes. L'Université d'État d'Haïti, de par cette réticence, ou mieux je dirais cette résistance à instaurer une chaire études féministes, perd malheureusement le bénéfice d'utiliser les études féministes tant comme système normatif sur lequel il est nécessaire de produire des connaissances que comme outil conceptuel permettant de questionner d'autres objets sur la manière dont est conçue la différence sexuelle. Pour conclure, je dirais que cet examen des sujets adressés par les étudiants et professeurs de les travaux de licence et cet aspect, disons, informel d'introduire les études de genre à l'Université d'Haïti met en évidence des constats suivants. Les femmes continuent de faire les frais des situations précaires. Victimes de l'intériorisation par les parents du rôle différencié des sexes, les femmes ont fait leur entrée tardivement et timidement dans le système éducatif et par voie de conséquence sont sous-représentées dans le corps enseignant où elles ne représentent qu'un pourcentage de 11,4% du corps d'enseignants à temps plein. L'organisation des élections au sein de l'université publique ne suffit pas elle-même pour démocratiser l'Université d'État d'Haïti. Ce processus, pour être dit de ce nom, doit s'accompagner de mesures de politique garantissant une représentation des femmes enseignantes au Conseil, conformément au quota de 30% au moins de femmes exigées par la Constitution. La disponibilité de professeurs formés sur la problématique de genre pour accompagner les étudiants dans leurs travaux peut être un facteur stimulant pour la production scientifique sur le genre au sein de l'université. Autrement dit, la féminisation de l'enseignement et de la recherche doit faire partie intégrante du débat initié sur la réforme de l'université publique. Et dans le cadre de la stabilisation des professeurs compétents à l'intérieur de l'UEH, il faudrait envisager d'augmenter le nombre de professeurs femmes à temps plein, parce que comme vous l'avez vu, elles ne représentent que 11%. Donc, quant à la valorisation des grades aussi de doctorat au sein de l'UEH, cela requiert un travail en amont, depuis le concours d'admission en passant par les divers cycles.
Merci de votre attention. Donc, Sabine Lamour va nous présenter les obstacles structurels à l'intégration des femmes à l'université. D'accord. Et je vais d'abord vous présenter mon plan de présentation. Il y a d'abord le constat, la démarche, le contexte de recherche, l'hypothèse à partir de laquelle j'ai travaillé, les inégalités hors-scolaires en Haïti, les rapports sociaux de sexe. Je ne vais plus présenter l'Université d'Haïti parce que mes deux collègues l'ont déjà fait. Je vais présenter le souci des autres et c'est ça qui constitue le cœur de mon travail et après mes conclusions. Cette communication porte sur les obstacles à l'intégration et au maintien des femmes dans l'enseignement supérieur en Haïti. Elle s'appuie sur les observations du milieu universitaire haïtien dans lequel j'évolue depuis 2000, d'abord comme étudiante, puis actuellement comme enseignante et sur des réflexions menées à partir d'un travail de thèse en cours actuellement. Comme l'avaient déjà souligné mes collègues, à l'intérieur de l'Université d'État d'Haïti, le gros du corps professoral est d'abord constitué d'hommes. Quoique, par exemple, d'après une étude qui a été faite après le séisme de 2010, 14% des femmes soient légèrement plus diplômées que les femmes. Soit 14% plus de femmes soient légèrement plus diplômées que les hommes. Mais parallèlement, il faut dire que le cas de l'université ne cesse d'étonner en Haïti. On doit constater que l'espace universitaire reste masculin. Partant de là, cette intervention porte sur les obstacles à l'intégration, comme je l'avais déjà souligné, et au maintien des femmes à l'UEH en Haïti. Je pose l'hypothèse que les femmes ne peuvent accéder et se maintenir à l'université du fait de l'organisation globale de la division sexuelle du travail, impliquant qu'elles soient assignées à la prise en charge des besoins sociaux sans support du collectif dans un contexte normé par la précarité. À partir d'un plan en 3 points, cette hypothèse va me permettre d'établir des liens entre un ensemble de faits qui en apparence n'en ont pas. Je ne vais pas revenir, par exemple, sur les inégalités en Haïti, parce que c'est largement dit. Je vais passer directement aux rapports sociaux de sexe, qui constituent, avec la question du souci des autres, le cœur de cette communication. Pour parler des rapports sociaux de sexe en Haïti, il faut dire que, historiquement, du fait de l'enchevêtrement des rapports de pouvoir post-esclavagistes dont est tributaire Haïti, les femmes occupent une position particulière dans les rapports de sexe. Elles sont des potomitans. C'est quoi le potomitan? Le potomitan est une réalité présente dans les sociétés post-esclavagistes de la Caraïbe. Il renvoie aux réalités des femmes mères ou pas, les femmes peuvent être mères ou pas, pourvoyeuses économiques et affectives principales de famille, sans le support des institutions collectives et des hommes dans les rôles de mari et de père. En présentant les femmes comme des potomitans, une société comme Haïti pose ainsi comme les axes centraux, les piliers autour desquels s'articule le maintien de la vie sociale ou de la vie en général. Et quelles sont les caractéristiques d'une femme potomitan? Les caractéristiques d'une femme potomitan sont par exemple le débrouillardise, l'intuition, l'empathie, la générosité, la ténacité, le courage, l'abnégation, le souci des autres, le dévouement, le dépassement de soi, et certaines fois, la personne doit se sacrifier aussi pour qu'elle puisse répondre de ses caractéristiques. Ainsi, je conçois que le potomitan est une disposition sociale sexuée qui prend corps dans une matrice de socialisation spécifique aux femmes. Ça, c'est sur mon terrain de thèse que je suis arrivée à cette conclusion, qui porte les femmes, par exemple, à se soucier du bien-être des autres. Dans ce contexte, la division sexuelle du travail demeure aussi un élément important pour comprendre le déploiement de cette figure qui assure une forme d'équilibre du social aussi en Haïti. Car le potomitan est aussi une femme qui est capable de jouer un rôle de protection et de prise en charge des autres par la mobilisation de ses propres moyens. Le potomitantisme assure donc une division du travail, cantonnant les femmes dans des emplois subalternes, générateurs de revenus rapides, pour l'essentiel organisés dans les cadres reproductifs et marchands de base, c'est-à-dire commerce de détail, où tout en étant dans la rue pour le travail, les femmes ne sont pas dans les espaces décisifs.
Ceci dit, le potomitan est-il compatible avec les valeurs de l'université dans un contexte où bon sens et pragmatisme, comme Daniel l'avait dit tout à l'heure, la vigilance aux opportunités sur le court terme sont inculquées aux femmes dans leur mission sociale de gestionnaire de la précarité. Et je ne vais pas plus présenter l'université, les collègues l'ont déjà fait. D'accord. Et par rapport à cette présentation des rapports sociaux de sexe en Haïti, il faut dire qu'au-delà du constat des manques institutionnels évoqués, par exemple, les chiffres sur le nombre d'hommes à l'université montrent aussi que les privations ne frappent pas les deux sexes de la même manière. Car les femmes et les hommes ne sont pas soumis aux mêmes obligations sociales en Haïti. Déjà, au premier cycle, préparer un diplôme exige un temps dont les femmes ne disposent pas, car elles sont soumises très tôt à des questions pratiques impliquant le déploiement de stratégies économiques, les privant du temps pour les études et encore moins pour la réflexion. Et dans un contexte où les jeunes ont leur bac entre 18 et 20 ans et où les femmes sont incitées à se marier et à avoir des enfants jeunes, celles-ci disposent de peu de temps pour construire une carrière universitaire. Voire que dans certains cas, elles sont obligées de répondre seules de la prise en charge de leurs enfants, même si elles sont mariées. En plus, même quand elles accèdent à l'université, elles ont l'obligation de la laisser plus tôt pour intégrer le marché du travail parce que confrontées aux besoins immédiats de leur famille. De ce fait, elles sont poussées à intégrer les circuits professionnels et investir plus rapidement le marché du travail. Cet aspect du problème atteste l'existence d'un différentiel en termes d'exigence à l'autonomie économique aussi. Les femmes sont obligées de laisser plus rapidement l'université parce que plus aptes du fait de leur socialisation à intégrer le marché informel de travail. Et par rapport aux hommes, elles ont d'autres attentes aussi face au savoir du fait des nuances existant entre les deux sexes en matière d'autonomie, se résumant à un double standard. Ce double standard d'autonomie se présente comment? Si l'autonomie pour les femmes se manifeste dans le fait de rester plus longtemps, si l'autonomie pour les hommes se manifeste dans le fait de rester plus longtemps dans un statut d'étudiant et de l'assumer, l'autonomie pour les femmes est de pouvoir assumer les besoins matériels du groupe en montrant sa capacité à se débrouiller. Dans ces conditions, si l'université peut constituer un refuge pour un homme en situation de précarité, à l'inverse, les femmes sont contraintes de s'en extraire pour accéder aux ressources nécessaires à leur survie. Car en contexte de privation, les hommes peuvent se permettre de se désengager des problèmes sociaux collectifs du fait de leur socialisation, pendant que les femmes en sont sommées d'y répondre. C'est-à-dire, face au même contexte privatif, les sexes n'ont pas les mêmes opportunités pour s'inscrire dans les espaces institutionnels. C'est pour cela aussi que les femmes sont repoussées vers les espaces informels non institutionnalisés qui leur offrent en définitive peu d'opportunités de rester dans le circuit universitaire par rapport aux hommes. Aussi, elles sont confrontées à une forme de désaffiliation institutionnelle, la désaffiliation universitaire, et une forme de désolation politique plus facilement que les hommes. En conséquence, les hommes peuvent rester plus longtemps à l'université en contact avec l'espace du savoir, même en étant confrontés aux mêmes problèmes de précarité que les femmes. Cela rappelle une forme de dialectique des sexes assez autour de deux types de soucis. Un souci d'eux-mêmes et de leur bien-être pour les hommes et un souci des autres pour les femmes. Dans un tel contexte, les hommes disposent d'un temps pour soi, même dans la privation, et ils sont libres de conduire des projets liés à la réflexion et ils sont libres de conduire, par exemple, des projets qui sont liés à la réflexion. Dans ce cadre aussi, il faut voir que... Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe avec mon truc? Okay. Et du coup, c'est l'ensemble de ces dynamiques qui nous montrent, par exemple, les autorités invisibles qui font en sorte à ce que les femmes n'accèdent pas à l'université de la même manière que les hommes et ne peuvent pas se maintenir aussi dans le système de la même manière que se maintiennent les hommes dans le système. Si les femmes ne sont pas à l'université ou n'ont pas accès à l'université, c'est parce que les femmes en Haïti sont occupées à rapiécer le tissu social déchiré haïtien. Merci beaucoup.